Je vous propose de commencer immédiatement par un tableau c'est un peu comme le Brexit, je le présente chaque année. C'est celui sur la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés qui n'en finit pas d'être revu, un petit peu corrigé, un petit peu à la hausse. Alors, comme vous pouvez le constater dans le tableau que vous avez sous les yeux, en fait, cette année, seules les entreprises ou les groupes intégrés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros vont être concernés, vont être impactés par la loi de finances, avec en 2020, en fait, ce sont les taux que vous voyez en rouge, hein, en 2020, un taux d'imposition de 31% au lieu de 28% programmé, pour la fraction du résultat taxable supérieur à 500 000 euros. Et en 2021, un taux d'imposition de 27,5% au lieu de 26,5% sur l'ensemble du résultat fiscal taxable de l'entreprise cette fois. Donc ce sont des taux, attention, sans les contributions additionnelles. Alors pour l'instant, vous voyez que l'objectif à 2022 de convergence à 25% reste inchangé, mais vous allez voir que d'autres choses que je vais présenter, on va rogner de ci, de là sur d'autres dispositifs. Ces ajustements en matière d'impôt sur les sociétés, ils vont conduire aussi logiquement et mécaniquement à un aménagement des taux de retenue à la source applicables aux revenus des non-résidents. Alors le principal, ce n'est pas le seul évidemment, ce sont les dividendes. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir dans le deuxième tableau. Deux commentaires très rapides sur ce tableau, sans rentrer dans les détails. D'abord, une fois n'est pas coutume, vous pouvez constater que la loi de finances a fait preuve d'un certain pragmatisme, en ce sens qu'elle renvoie à l'impôt sur les sociétés en retenant un taux unique, c'est-à-dire en fait sans prise en compte des seuils dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça évite quand même, c'est important, l'usine à gaz. Et le deuxième commentaire, c'est pour 2019. Vous notez qu'il y a une situation spécifique, puisque la retenue à la source sur le revenu distribué reste à 30% versus 31% pour les autres revenus. Et après, ça converge. Alors, la deuxième série d'ajustements dont je vais vous parler, apportés par la loi de finances, concerne cette fois deux dispositifs que vous connaissez par cœur, à savoir le crédit d'impôt recherche et la réduction d'impôt mécénat. Alors, si on commence par le crédit d'impôt recherche, je pense que même si tout le monde, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, est globalement d'accord pour considérer qu'il s'agit d'un bon dispositif qui doit être préservé, le terme consacré, c'est sanctuarisé. C'est néanmoins un dispositif qui coûte cher. On a dépassé les 5 milliards par an pour le budget de l'État. Et donc cette année, il n'échappe pas à un certain nombre de retouches. Juste une petite digression, il faut relever que le gouvernement va devoir remettre au Parlement des rapports sur le dispositif à échéance septembre 2020 et septembre 2021. Donc il faut traduire, à mon avis, que dans les années qui viennent, ce dispositif va encore être corrigé ou ajusté. Voilà, mais si on revient sur la loi de finances, on a 3 aménagements en fait, cette année qui sont prévus. Le premier concerne la réduction du taux applicable aux frais de fonctionnement. Donc, vous savez que ce taux est calculé sur des dépenses de personnel. Aujourd'hui, il était à 75%, il est aujourd'hui de 50%. Et donc, dans le cadre de la loi de finances, il serait ramené à 43% pour le CIR 2020. Vous savez que CIR, on raisonne en année civile. Donc, avec un gain attendu pour le budget d'un peu plus de 200 millions d'euros. Un commentaire, vous savez que vous avez des calculs spécifiques des frais de fonctionnement liés aux amortissements et aux jeunes docteurs, donc 75% et 100%. Donc à ce stade, ces taux resteraient inchangés. Le deuxième aménagement apporté par la loi de finances, il concerne une obligation déclarative qui avait été introduite par la loi de finances 2019 pour les sociétés ayant des dépenses éligibles supérieures à 2 millions d'euros et qui portaient, si on simplifie, notamment sur la description des travaux et des moyens alloués par l'entreprise à ses programmes de recherche. Alors, la loi de finances, elle rétablit, c'est plutôt bienvenu, un seuil de dépenses de 100 millions d'euros, en dessous duquel cette obligation documentaire n'aura plus vocation à s'appliquer. Donc, à nouveau, une bonne mesure de simplification. En revanche, pour les entreprises qui engagent entre 10 et 100 millions de dépenses de recherche éligibles,
elle instaure une nouvelle obligation déclarative documentaire qui porte cette fois sur les jeunes docteurs, vous savez, qui bénéficient d'un régime spécifique dans le cadre du CIR, et donc recrutés grâce à ce dispositif. Ce qui me fait dire que ce sera probablement dans le radar des rapports ou des discussions qui vont venir sur le dispositif. Enfin, c'est le dernier point et sur le CIR, et c'est sans doute le plus important. Le dispositif n'échappe pas cette année, comme d'autres dispositifs, à l'adoption de mesures anti-abus qui visent en l'occurrence la sous-traitante dite en cascade. Alors, pour ceux qui connaissent bien le dispositif, comme vous le savez, on a la possibilité de prendre en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche les dépenses de R&D, les travaux de R&D sous-traités à des tiers, à partir du moment où ce sont des organismes publics ou des organismes agréés par le ministère de la Recherche, et sous plusieurs conditions, une condition d'implantation dans l'Europe et des conditions de plafond que vous voyez à l'écran. Je ne rentre pas dans le détail, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Voilà, mais jusqu'à présent, le point important, c'est que sauf abus caractérisé, rien n'empêchait a priori à un sous-traitant de sous-traiter lui-même à son tour certaines tâches à des tiers. Et donc, dans certains cas de figure, ça pouvait conduire à ce que je vais appeler pudiquement des distorsions, en d'autres termes, des doubles prises en compte de la même dépense pour le CIR. Alors, la nouvelle mesure, c'est assez simple, elle a pour objectif de corriger cette situation qui, sinon abusive, était au moins contraire à l'esprit du dispositif. Et donc, à compter de 2020, deux choses. D'abord, l'éligibilité des dépenses de recherche confiées à des prestataires publics ou à des prestataires agréés, elle sera désormais limitée à la seule part des dépenses de recherche réalisées directement par ces prestataires. Alors, le texte prévoit néanmoins une exception. Lorsque le sous-traitant a lui-même recours à un autre sous-traitant, on verra pour un exemple, agréé ou public pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations de recherche. C'est une notion qu'il faudra peut-être préciser. Enfin, deuxième point, c'est le doublement des dépenses confiées à des organismes publics. Vous savez qu'il y a une bonification lorsqu'on a recours à ces organisations. Eh bien, elle sera limitée à partir de maintenant à la seule part des travaux effectivement réalisés par l'organisme public. Alors, deux peut-être exemples pour illustrer tout ça. Donc, vous avez sous les yeux une situation où vous avez un donneur d'ordre, donc c'est lui qui va bénéficier du crédit d'impôt recherche, qui sous-traite 100 de travaux éligibles à un sous-traitant 1 public, qui lui-même va sous-traiter 30 à un sous-traitant 2 privé non agréé, non qualifiant. Donc jusqu'à présent, on aurait normalement pris en compte les 100 au niveau du donneur d'ordre, qu'on aurait multiplié par 2 et qu'on aurait intégré dans le crédit d'impôt recherche. Avec le nouveau dispositif, qu'est-ce qu'on va faire ? On va retenir uniquement 70, donc la partie faite par le sous-traitant public numéro 1, qui va être bonifiée x2 au niveau du donneur d'ordre, et donc la partie sous-traitée, les 30 sous-traités au deuxième rang de sous-traitants, ne va pas être pris en compte pour le dispositif. Deuxième situation, donc c'est la même chose, donneur d'ordre 1 qui sous-traite à un sous-traitant public numéro 1. La différence, c'est que cette fois, le sous-traitant public, le premier rang, sous-traite à un deuxième rang qui est privé agréé. Et donc, dans ce cas de figure-là, la différence par rapport à la situation précédente, c'est que vous allez pouvoir prendre en compte au niveau du donneur d'ordre les 30, donc non bonifiés, qui ont été engagés, de travaux engagés, réalisés par le sous-traitant de rang 2. Alors, vous voyez qu'il y a un point d'interrogation sur le public. Qu'est-ce qui se passerait si le sous-traitant 2 était un organisme public ? À mon sens, quand on lit le texte, on ne devrait pas bénéficier d'un doublement, mais ce n'est pas si évident que ça, et c'est probablement un point qui va devoir être validé, confirmé par les commentaires à venir. Alors, la réduction impôt mécénat. Donc, c'est un dispositif, encore une fois, que vous connaissez. Cette année, il va également faire l'objet de retouches. Alors, je vais me focaliser sur l'essentiel. Comme vous pouvez le voir dans le tableau comparatif que vous avez sous les yeux, le vrai changement, le changement principal, il concerne le taux de 60%, qui passe à 40% pour la fraction des versements excédant 2 millions d'euros, avec néanmoins une exception pour les versements qui vont être faits
à des organismes sans but lucratif dont l'objet, si je simplifie, est d'aider certaines personnes en difficulté. On pense typiquement au Resto du Cœur. Le mécanisme de report des excédents va continuer à s'appliquer, comme par le passé, mais avec la prise en compte, cette fois, du taux de réduction applicable lors de l'exercice de versement. Donc, vous aurez 2 paniers, à 60 et à 40. Et enfin, c'est le dernier point sur lequel je vais commenter. Vous voyez tout en bas que les dépenses liées à la mise à disposition d'un salarié, donc les rémunérations et charges sociales, elles seront désormais plafonnées à 3 fois le montant du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale. Donc ça doit faire à peu près 120 000 € par an. Évidemment, ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les fondations d'entreprises qui avaient recours à ce dispositif. Voilà, l'ensemble de ces mesures sur la réduction d'impôts mécénat devraient rapporter au budget de l'État un montant de l'ordre de 130 millions. Alors, on passe à présent à... J'ai sélectionné deux dispositions en matière de restructuration des groupes. La première mesure, probablement la plus technique, c'est une mesure que je qualifierais en fait de mise en cohérence avec la loi de simplification du droit des sociétés qui a été votée en juillet dernier. Alors, c'est passé un petit peu inaperçu. Mais bon, ça a des incidences fiscales, à mon avis, qui n'ont pas été anticipées à l'époque. Alors, cette loi, pour mémoire, c'est quoi? C'est une loi qui étend le régime juridique de la fusion simplifiée aux opérations de fusion ou de scission entre des sociétés sœurs détenues à 100% par la même mère. Et donc, cette loi, elle prévoit quoi? Elle prévoit qu'en pratique, ces opérations ne vont plus donner lieu, et ce n'est pas une option, ne vont plus donner lieu à un échange de titres. Alors, évidemment, c'est un problème d'un point de vue fiscal, puisque, comme vous le savez, notre régime fiscal de faveur, il est notamment conditionné à un élément important, enfin, c'est l'existence d'un échange de titres. Alors, heureusement, la loi de finances vient corriger cette situation, et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va étendre l'exception de non-rémunération des apports à ces opérations qui vont donc pouvoir bénéficier du régime de neutralité rétroactivement dès 2019. Alors, je suis désolé, ça va être entrer un peu plus dans la technique là-dessus. Mais donc le texte, pour assurer la neutralité, évidemment, il prévoit des mesures d'ordre technique pour, encore une fois, assurer toute la neutralité de l'opération. Et donc, on a d'une part l'élimination de la variation d'actifs nets qui va découler de l'opération pour la société bénéficiaire de l'apport. Et évidemment, la continuité du délai de détention de 2 ans pour l'application du régime mère-fille, donc pour les dividendes, et du régime des plus-values à long terme. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue comptable, sur ces opérations-là, vous allez au niveau de la société mère, en fait, agréger, consolider les valeurs des titres de la société absorbée et absorbante. Alors évidemment, le texte, il prévoit du coup des modalités de détourage, de détermination de la quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée en cas de distorsion des régimes court terme, long terme, lors de la cession des titres de la société bénéficiaire des apports, donc l'absorbante généralement, par la société mère. Alors, ça donne lieu à ces magnifiques formules. Donc vous voyez que la plus-value ou la moins-value relative à la quote-part de la valeur des titres de la société absorbée, elle va être égale à la fraction du prix de cession des titres de cette société, moins leur prix de revient. Et donc, comment est-ce qu'on va calculer cette fameuse fraction du prix de cession? C'est la formule du dessous. On va appliquer au prix de cession des titres par la société mère un ratio qui prend en compte au numérateur la valeur vénale des titres de la société absorbée à la date de la fusion ou de la scission, et au dénominateur la valeur vénale des titres de la société et des titres de la société absorbante à la date de la fusion. Alors, juste un commentaire là-dessus. Là où la loi de simplification, éviter les parités d'échange, normalement, aurait dû permet d'éviter des valorisations, eh bien, pour des besoins fiscaux dans des cas très spécifiques, vous aurez besoin de valoriser sociétés absorbées et absorbantes.
Alors, la deuxième mesure sur les groupes, cette fois, elle est essentiellement destinée aux petites entreprises et en fait, elle consiste à faciliter le transfert des déficits en cas de fusion. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, le transfert des déficits, mais pas uniquement que des déficits, également des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée des sociétés, eh bien, elle peut être transférée à une société absorbante, mais ce transfert, il est subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par l'administration fiscale. Voilà, alors désormais, cet agrément il ne sera plus nécessaire si 3 conditions cumulatives sont remplies. La première, c'est une condition de montant. Il faut que le montant cumulé des déficits, mais attention, pas uniquement, également des charges financières non déduites et des capacités de déduction inemployées de la société absorbée, soit inférieur à 200 000 euros. Donc c'est évidemment un régime qui va être réservé aux plus petites entreprises. Deuxième point, la société absorbée ne doit pas avoir cédé son fonds de commerce ou cessé son activité pendant la période déficitaire. Et troisième point, plus classique, l'opération doit être placée sous le régime de faveur. Sachez qu'il y a une mesure un peu similaire qui est étendue, qui est appliquée pour les sociétés mères des groupes fiscaux, qui ont à peu près le même type de profil, et que tout ça, effectivement, sera applicable à compter de 2020. Alors, enfin, pour conclure sur cette première intervention, ce patchwork de mesures, cette année, il y a un peu moins de fil directeur. Je voulais juste attirer votre attention sur quelques précisions qui ont été apportées par la loi de finances sur des dispositifs existants et qui ont été déjà largement commentés l'an dernier. Alors, on va commencer par le régime dit de l'IP Box. Donc vous savez, c'est ce régime qui permet d'imposer à un taux de 10% les revenus de la propriété intellectuelle, donc essentiellement les brevets et depuis peu les logiciels. Et donc ce dispositif un peu complexe, donc qu'est-ce que fait la loi ? Elle confirme cette année en fait la possibilité d'imputation du déficit d'exploitation de l'exercice, attention, pas des déficits reportables, sur les revenus taxés au taux de 10%. Et donc, c'est la légalisation d'un BOFIP. Je ne m'étends pas davantage, je pense que c'est le point essentiel. Deuxième sujet, c'est encore un peu plus aride. Ça concerne cette fois le régime assez complexe de déduction des charges financières. Donc la loi cette année apporte 2 choses essentielles. D'abord, elle précise la notion de résultat fiscal à prendre en compte pour le calcul de l'EBITDA fiscal. Encore une fois, je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais la loi en fait précise que le résultat fiscal va devoir s'entendre des déficits reportables, avant imputation des déficits reportables et avant réintégration des charges financières net selon le mécanisme prévu par le dispositif de l'article 212 bis. Donc voilà pour le premier point, c'est ce que vous voyez en bas de l'écran. Le deuxième point, c'est que la loi intègre désormais une option qui était offerte par la directive aux entreprises dites autonomes, aux petites entreprises. Vous voyez la définition à l'écran, je ne vais pas paraphraser, mais ce qui est intéressant, c'est que la loi prévoit une espèce de dérogation avec la mise en place d'un dispositif de déduction partielle des charges financières excédant 3 millions. C'est un dispositif finalement donc, de déduction à 75%, simplification qui se rapproche un petit peu de l'ancien rabot fiscal. Voilà pour un premier aperçu, une première sélection de l'ensemble de ces mesures. Encore une fois, un peu plus technique, un peu moins de fil directeur que les années antérieures. Voilà, mais je passe désormais la parole au plus gros morceau, à François, pour le morceau de bravoure de cette loi de finances.